and that summer feeling. Voilà, on se retrouve pour cette deuxième partie de cette REC édition 2021, REC de ce printemps 2021. Alors vous le voyez, deuxième plénière, le contexte légal, réglementaire. Dieu sait que ça n'a pas arrêté de bouger. C'est un peu le pilier, le point fort de cette REC comme à l'accoutumée. Moi j'ai quelques verbatims qui sont sortis, hein. Ça n'arrête pas, tout en même temps. La veille pour le lendemain, bref, il a fallu gérer tout ça. Et je vous propose donc le décryptage des dernières évolutions légales avec nos deux expertes, dont vous voyez à la fois les visages via les photos et puis la fonction. On a Loïs Guillet, donc qui est juriste experte en droit social, et puis elle est consultante juridique veille et droit social, c'est Élodie Chailloux. On va vous laisser avec elle hein, pendant près d'une heure. Vous allez voir encore une fois des clés pour action, des clés de compréhension pour prendre les bonnes décisions, éviter des coûts réglementaires, Dieu sait qu'ils sont nombreux, et pour être non pas dans les coûts, mais dans les clous. Voilà. Loïs est avec nous, Élodie est avec nous. Bonjour à toutes les deux. On va vous écouter évidemment avec beaucoup d'attention, mesdames, et c'est à vous. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Bonjour. Beaucoup de sujets d'actualité à l'ordre du jour ce matin. Nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau décryptage des dernières évolutions légales. Je suis Élodie Chailloux, en charge de la veille légale paye au sein du pôle veille et modélisation d'ADP, soit en pratique informer nos collaborateurs de toutes les évolutions légales. Bonjour à tous, je suis Loïs Guillet, juriste au sein du pôle veille juridique d'ADP. Alors, nous avons réparti les sujets d'actualité de ce matin en 3 chapitres, en commençant par nos sujets fil rouge en lien direct avec la crise sanitaire, que sont l'activité partielle, les arrêts maladie, particulièrement les cas contacts, et puis les exonérations et aides au paiement des cotisations et contributions patronales. Ces sujets ne sont pas nouveaux, nous les suivons depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Ce décryptage est donc l'occasion de faire un état des lieux à date de leurs évolutions actuelles et à venir. Nous enchaînerons ensuite avec une réforme portée par la LFSS pour 2021 qui va bientôt entrer en vigueur, à savoir l'allongement du congé de paternité. Nous allons en profiter pour faire un focus sur ce sujet et partager avec vous les interrogations soulevées par cette réforme. Enfin, dans une dernière partie, nous balayerons différents thèmes d'actualité dont l'échéance est plus ou moins proche, parmi lesquels la réforme de l'assurance chômage, le prélèvement à la source sur l'épargne salariale, le transfert de recouvrement des contributions formation et le signalement fin de contrat de travail unique ou FCTE. Commençons par faire un état des lieux des niveaux actuels d'indemnisation de l'activité partielle. Les conséquences notamment économiques de la crise sanitaire étant variables selon l'activité de l'entreprise, il convient de distinguer les niveaux d'indemnisation en fonction des secteurs déterminés par le législateur. Je pense que tu ne me contrediras pas, Loïs, si je précise que c'est un sujet extrêmement mouvant. Oui, tout à fait, Élodie. Alors d'ailleurs, la ministre du Travail s'est exprimée le 7 mai dernier devant le Parlement pour esquisser les contours d'une reprise d'activité et donc un scénario de retour progressif à l'activité partielle de droit commun pour tous les secteurs d'ici le mois de septembre. Par conséquent, les pourcentages d'indemnisation et d'allocation présentés ce matin correspondent à ceux prévus par 3 nouveaux projets de décret transmis aux partenaires sociaux le 12 mai dernier, donc c'est assez récent. Ils ne sont pas figés et sont susceptibles de faire l'objet de nouvelles adaptations. Les pourcentages surlignés en bleu, vous allez le voir hein, sur les pages qui vont suivre, sont issus de ces projets de décret. Nous les avons bien distingués pour garder à l'esprit que ces textes ne sont pas encore adoptés et donc ils devront faire l'objet de confirmation avec la publication de ces décrets. Voyons ici le cas général en commençant par la période que nous connaissons actuellement jusqu'à la fin du mois de mai. L'indemnité légale versée aux salariés est maintenue à 70% de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 SMIC. Ce plafonnement de la rémunération est entré en vigueur depuis le 1er janvier dernier et implique une indemnité maximale horaire plafonnée à 32,29 €. Alors, comment on calcule cette valeur? Tout simplement en reprenant notre SMIC horaire, 10,25 € que l'on multiplie par le plafond, 4,5, et auquel on va appliquer les 70%. Ce qui nous donne la valeur de 32,29 €. Le cas échéant,
Si les pourcentages sont différents, la mécanique est la même en adaptant le pourcentage à 60% par exemple. Bien entendu, il s'agit d'un montant légal qui est prévu donc par le Code du travail. Autrement dit, les conventions ou accords collectifs peuvent toujours prévoir des compléments d'indemnisation supérieurs au légal. Le cas échéant, cela impactera le régime social de ces sommes qui pourraient être soumises à cotisation si le montant total dépasse le seuil d'exonération. Du point de vue des entreprises, l'allocation remboursée par l'ASP est toujours fixée à 60% de la rémunération horaire brute dans la limite de notre plafond de 4,5 SMIC. À partir du 1er juin, le pourcentage d'indemnité légale versée aux salariés restera maintenu à 70% de la rémunération. Cependant, le pourcentage d'allocation remboursée aux entreprises va connaître un nouveau palier intermédiaire qui est issu de l'un des projets de texte du 12 mai, fixé à 52%, avant d'arriver à son régime de croisière à partir du 1er juillet, soit à hauteur de 36% de la rémunération, toujours dans la limite de 4,5 SMIC. Cette baisse entraînera une diminution du taux horaire minimal à 7,30 € par heure chômée, donc remboursée aux entreprises à compter du 1er juillet, donc des heures chômées à compter du 1er juillet. En somme, c'est un retour au taux horaire minimal forfaitaire qui était applicable avant cette crise sanitaire. À compter du 1er juillet également, pour la première fois depuis le début de cette crise sanitaire, le pourcentage d'indemnisation versé aux salariés va diminuer à 60% de la rémunération. Initialement, cette baisse aurait dû intervenir au mois d'octobre 2020. Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire ces derniers mois, cette réforme a été successivement reportée. Par ailleurs, le décret du 30 octobre 2020 a prévu l'instauration d'une limitation au net. Autrement dit, cela signifie que les salariés en activité partielle ne pourront pas percevoir plus que leur net à payer habituel. Alors, ça concerne à la fois l'activité partielle classique, l'activité partielle de longue durée, APLD, et puis les salariés en activité partielle, garde d'enfants ou personnes vulnérables. En pratique, cette limitation au net s'appliquera uniquement sur la fraction d'indemnité légale et non pas sur le complément, le cas échéant, si un complément d'indemnisation est versé. Ce sera nécessairement un montant négatif puisque cette limitation interviendra uniquement si le net à payer du salarié qui a de l'activité partielle dans le mois est supérieur à son net à payer habituel. Donc, elle viendra plafonner son net à payer du mois à son net à payer habituel. De la même manière, tous les collaborateurs ne seront pas concernés. L'exemple le plus significatif est celui d'un contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au SMIC. Pour calculer son indemnité d'activité partielle, son taux horaire d'activité partielle correspond à son taux horaire légal ou conventionnel, puisque sa rémunération est inférieure au SMIC. Et du fait qu'il n'y a pas de cotisation calculée sur l'indemnité légale d'activité partielle, son net à payer devient supérieur à son net à payer habituel. Par conséquent, il aura une limitation au net déclenchée sur son bulletin. Cette mesure a également été reportée successivement et s'appliquera aujourd'hui en l'état actuel des textes pour les heures chômées à compter du 1er juin. Parlons maintenant de nos secteurs protégés, particulièrement les secteurs S1 qui ont été les premiers identifiés comme fortement impactés par la crise sanitaire. Il s'agit principalement des activités de tourisme, d'hôtellerie, de restauration, le sport, la culture, l'événementiel. Il y en a bien évidemment d'autres fixés par ordonnance, régulièrement mises à jour par le gouvernement pour intégrer toutes ces activités les plus touchées. Les secteurs S1 bis sont qualifiés de connexes parce que leur activité est liée à celle des premiers secteurs, ce qui engendre pour ces entreprises des conséquences importantes, par exemple sur leur chiffre d'affaires. On peut remarquer pour ces secteurs qu'actuellement et jusqu'à la fin du mois d'août, selon l'un des projets de décret, que le pourcentage d'indemnité versée aux salariés est maintenu à 70% de la rémunération dans la limite de 4,5 SMIC. Pour ce qui est de l'allocation remboursée aux entreprises, le pourcentage de 70% garantissant un zéro reste à charge pour elles s'applique jusqu'au 30 juin. En revanche, pour les heures chômées, dès le 1er juillet, les entreprises de ces secteurs observeront une diminution du pourcentage d'allocation à hauteur de 60%. De plus, un nouveau palier a été fixé par l'un des projets de texte transmis le 12 mai pour le mois d'août.
les entreprises seront remboursées à hauteur de 52% de la rémunération. Alors, que va-t-il se passer en septembre? Eh bien, ces secteurs basculeront dans le régime du cas général, à savoir une indemnité légale versée aux salariés à hauteur de 60% de leur rémunération et une allocation remboursée aux entreprises à hauteur de 36%, toujours dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Alors, quelques mots sur les entreprises fermées, les secteurs dits S2, ainsi que les zones de chalandise qui entourent notamment les stations de ski, ou les entreprises situées dans des zones soumises à des restrictions territoriales particulières prises dans le cadre de l'état d'urgence, comme le couvre-feu ou le confinement, ainsi que les entreprises des secteurs S1 et S1 bis évoqués précédemment, mais ayant subi une très forte baisse de chiffre d'affaires, au moins 80%. Ces entreprises continuent de bénéficier d'un zéro reste à charge maintenu jusqu'au 31 octobre, d'après les tout récents projets de texte. En effet, l'indemnité et l'allocation sont toujours fixées à 70% de la rémunération dans la limite de 4,5 SMIC. Autrement dit, il n'y a pas, en l'état actuel des textes ou des projets, de palier intermédiaire pour ces entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 1er novembre, elles seront visées par la diminution du taux de l'allocation à 36% et de facto, les salariés seront également concernés par la diminution du pourcentage de leur indemnité légale à hauteur de 60% de leur rémunération. Enfin, nous ne pouvions pas faire un état des lieux des règles applicables à l'activité partielle en termes d'indemnisation sans évoquer les personnes vulnérables et les salariés contraints de garder leur enfant à domicile, d'autant plus avec les mesures de fermeture des écoles qu'on a connues le mois dernier. Alors, en tout état de cause, l'indemnité légale versée à ces salariés est et restera, en l'état actuel des textes, à 70% de la rémunération plafonnée à 4,5 SMIC. En revanche, du côté des entreprises, une évolution est à noter. Jusqu'au 31 mars, l'allocation remboursée par l'ASP pouvait varier selon le secteur d'activité de l'entreprise. Ainsi, les entreprises des secteurs protégés pouvaient bénéficier d'un taux de remboursement maintenu à 70% pour les collaborateurs concernés. Cependant, compte tenu des récentes restrictions sanitaires associées à ce qu'on a appelé la troisième vague de l'épidémie, un décret du 13 avril a généralisé le taux de remboursement aux entreprises à hauteur de 70% et quels que soient les secteurs d'activité. Cette mesure est applicable pour les heures chômées depuis le 1er avril et ne connaît pas actuellement de date de fin. Donc, elle serait applicable jusqu'à nouvelle précision. Vous n'êtes pas sans savoir que les collaborateurs concernés, garde d'enfants, personnes vulnérables, sont éligibles à l'activité partielle s'ils sont bien dans l'incapacité de télétravailler. Alors, en pratique, cette incapacité à télétravailler s'apprécie non pas matériellement, est-ce que le poste est télétravaillable ou non, mais individuellement en fonction de la situation de chaque salarié, ce qui invite aux échanges entre le collaborateur et son manager pour évoquer sa situation particulière. En parlant de situation particulière, un autre thème d'actualité concerne la gestion des arrêts maladie. Et je vais laisser Élodie nous en dire quelques mots. Bien sûr, depuis le début de la crise sanitaire au printemps 2020, le gouvernement n'a eu de cesse de prendre en compte la situation des salariés mis à l'isolement parce qu'identifiés comme cas contact ou parce que testés positifs au Covid-19. L'état d'urgence sanitaire actuellement déclaré prend fin le 1er juin 2021 inclus. C'est donc à cette date précise qu'a été fixée par un décret du 11 mars la fin du dispositif d'arrêt dérogatoire cas contact. Sans revenir dans le détail sur toute la procédure, il est bon de rappeler que les arrêts cas contact visent les personnes qui sont contactées par l'assurance maladie ou qui ont reçu une notification de l'application Tous Anti-Covid car ils ont été en contact avec une personne positive au Covid-19. S'ils sont dans l'impossibilité de télétravailler, alors ils peuvent demander un arrêt de travail sur le site déclaramélie.fr. La durée de l'arrêt est de 7 jours, rétroactive dans la limite de 4 jours si le salarié s'est isolé en amont du contact tracing. L'objectif est qu'à la fin de l'arrêt, le salarié ait un résultat de test Covid. En cas de résultat positif ou d'absence de résultat, cet arrêt pourra être prolongé. Par ailleurs, les personnes qui présentent des signes évocateurs du Covid sont également invitées à s'isoler si elles ne peuvent télétravailler et donc entrer dans ce dispositif d'arrêt dérogatoire.
Elles devront alors réaliser un test de dépistage dans les 2 jours après l'apparition des symptômes. Les voyageurs revenant de certains pays bien identifiés sont également inclus dans ce dispositif d'arrêt dérogatoire. En tant qu'employeur, certaines démarches sont à effectuer sur le site déclareamélie.fr ou son pendant côté régime agricole, dans les seules situations d'isolement suite à un déplacement à l'étranger pour motif impérieux, qu'il soit d'ordre professionnel ou personnel. Ce n'est que dans ce cas que l'employeur peut demander un arrêt de travail dérogatoire pour son salarié à l'isolement du fait de ce voyage, et uniquement si le salarié est dans l'impossibilité de télétravailler. Nous l'avons déjà vu précédemment. Que signifie l'incapacité de télétravailler? Comme pour l'activité partielle, elle est appréciée en fonction de la situation individuelle de chaque collaborateur, au-delà du caractère télétravaillable du poste ou non. Il y a donc un vrai dialogue à engager avec le salarié dans ces situations. Une fois le salarié entré dans le process d'arrêt dérogatoire, il se pose naturellement la question de savoir quelles sont les conséquences pratiques de ce statut sur l'indemnisation. Encore une fois, et sans refaire toute l'histoire, ce statut permet aux salariés concernés de pouvoir bénéficier d'IJSS et du maintien de salaire légal sans application d'un délai de carence quelconque. En somme, les indemnités sont versées dès le premier jour d'absence. De plus, la condition d'ancienneté d'1 an qui est prévue par le Code du travail pour bénéficier du maintien de salaire légal versé par l'employeur n'est plus requise. Enfin, ces droits indemnisés au titre des arrêts cas contact ne s'imputent pas sur les droits déjà consommés et sur les droits maximums à indemnisation. Il s'agit ni plus ni moins que d'un nouveau compteur à part. Il convient malgré tout de préciser que les conditions de maintien de salaire pouvant être prévues par les conventions collectives continuent de s'appliquer, sauf décision plus favorable de l'employeur. Et pour rappel, tout ce dispositif court jusqu'au 1er juin 2021 inclus. Nous venons de voir les situations personnelles des salariés, mais les entreprises ne sont pas mises de côté dans la gestion de la crise sanitaire, notamment avec les dispositifs d'exonération. Tout à fait. Il s'agit d'une autre mesure d'accompagnement des entreprises et de relance de l'économie. Les entreprises ont déjà pu en bénéficier pendant le premier état d'urgence en 2020 et le gouvernement, à travers la LFSS pour 2021, a organisé une deuxième mouture de ce dispositif pour soutenir ces entreprises pendant la deuxième et la troisième vague de l'épidémie. En pratique, il s'agit toujours d'une exonération des cotisations patronales et d'une aide au paiement des contributions restantes. Comme pour la première version, cette exonération et cette aide visent à répondre aux restrictions sanitaires imposées aux entreprises, comme les fermetures administratives, les réductions du nombre de clients, le couvre-feu. L'aide au paiement est toujours égale à 20% du montant des rémunérations des salariés éligibles à l'exonération Covid et elle est versée en cumul avec cette exonération. Cette aide est imputable sur les montants dus au titre des années 2020 et 2021 aux organismes de recouvrement URSSAF, MSA, Caisse générale de sécurité sociale, Pôle emploi service. En tout état de cause, cette exonération Covid V2 est cumulable avec toute autre exonération totale ou partielle de cotisation déjà existante ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisation. Et surtout, elle est bien cumulable avec la première version d'exonération et d'aide Covid qui ont été appliquées pendant le premier état d'urgence. En pratique, cette nouvelle exonération et cette nouvelle aide viennent en dernier ressort après application des autres dispositifs exonératoires. Par ailleurs, l'aide au paiement, précisément dans sa deuxième version, s'impute donc sur les cotisations restantes. En somme, il faut bien respecter la chronologie de ces mesures puisque cette nouvelle aide au paiement n'est pas applicable au titre des périodes d'emploi pour lesquelles l'aide au paiement première version s'applique. Plus précisément, s'agissant des conditions à remplir, eh bien, sans changement, ces outils d'exonération et de réduction de cotisation patronale sont conditionnés à un critère d'effectif et à un critère de secteur d'activité. Les entreprises de moins de 250 salariés particulièrement affectées par la crise, les conséquences de la crise sanitaire, économique et financière, peuvent en bénéficier dès lors qu'elles exercent une activité relevant des secteurs S1 ou S1 bis. Dans ce cas, pour être éligibles, ces entreprises doivent avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, affectant de manière prépondérante leur activité, ou avoir subi une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50% par rapport à la même période l'année précédente ou par rapport à la moyenne du chiffre d'affaires mensuel
en 2019. Les entreprises de moins de 50 salariés qui ne relèvent pas des secteurs S1 et S1 bis, mais qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, sont également concernées. Alors finalement, quelles sont les évolutions pour cette nouvelle mouture d'exonération Covid? Elles sont principalement de deux ordres. En premier lieu, le décret du 12 avril a reprécisé le plafonnement de ces dispositifs. Jusqu'alors, le plafond maximal autorisé était de 800 000 € pour le cas général. Ce décret indique que la Commission européenne a réévalué à la hausse ce plafond maximal pour l'exonération et l'aide à hauteur de 1 800 000 € pour les entreprises qui relèvent du cas général. Pour les autres, comme les entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture, le plafond a été relevé à 270 000 € et pour les entreprises de la production agricole à 225 000 €. En second lieu, contrairement à la première mouture, eh bien ce nouveau dispositif d'exonération et d'aide prévoit une période d'application beaucoup plus variable selon les situations des entreprises et non pas figée dans le temps. C'est ce que nous allons voir sur la diapo suivante. Alors plus particulièrement, la loi a fixé le principe suivant pour apprécier l'éligibilité des entreprises à ces exonérations et aides au paiement. La condition de fermeture ou de baisse de chiffre d'affaires doit être remplie le mois suivant, celui au cours duquel l'exonération et l'aide sont calculées. Alors prenons un exemple pour bien illustrer ce principe. Si une entreprise a subi une baisse de chiffre d'affaires au mois de janvier 2021, l'exonération et l'aide sont applicables en décembre 2020. En ce qui concerne plus généralement les périodes de référence globalement visées, il faut bien comprendre que celles-ci varient en fonction des situations des entreprises et notamment leur secteur d'activité. En clair, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés peuvent être éligibles aux mesures pour les périodes d'emploi allant du 1er septembre ou 1er octobre, selon que l'entreprise est située dans une zone concernée par un couvre-feu applicable dès le mois d'octobre dernier, jusqu'au 28 février 2021. Les entreprises des secteurs S2, dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, elles sont également éligibles pour les périodes d'emploi allant du 1er octobre au 28 février 2021 également. En somme, la date du 1er octobre correspond à la période du deuxième confinement qui s'est déroulé en novembre. Les entreprises concernées par une baisse de chiffre d'affaires ou une interdiction d'accueil du public au mois de novembre ont pu se voir appliquer l'exonération et l'aide au paiement des cotisations restantes en octobre. En tout état de cause, comme c'était déjà le cas l'an passé, les entreprises concernées par une mesure de fermeture administrative prolongée bénéficient des dispositifs d'exonération et d'aide jusqu'au dernier jour du mois civil précédant l'autorisation de réouverture. Enfin, il faut bien noter que le JPMDS a mis à jour ses fiches DSN, prévoyant une nouvelle prolongation de l'exonération et de l'aide sur la période du mois de mars pour répondre aux nouvelles restrictions sanitaires rencontrées pendant la troisième vague, donc au mois d'avril. Dans la continuité de la démarche de soutien des entreprises, le législateur a précisé les modalités de recours au plan d'appurement et les situations de remise partielle de dette. Pour mémoire, ces mesures avaient été initiées par la troisième loi de finances rectificative du 30 juillet 2020. Cependant, nous étions toujours dans l'attente de la publication du décret d'application. C'est enfin chose faite par le décret du 25 mars dernier. Ainsi, tous les employeurs sans condition d'effectif, pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 31 décembre 2020, peuvent conclure des plans d'appurement avec les URSSAF, CGSS en Outre-mer ou caisse de MSA. Cette possibilité leur est permise, en plus, le cas échéant, des mesures Covid d'exonération et d'aide au paiement des cotisations. En ce qui concerne les grandes entreprises, le bénéfice d'un plan est toujours subordonné à l'absence de décision de versement de dividendes ou de rachat d'actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020. En cas d'acceptation par l'organisme de recouvrement, ces plans peuvent prévoir un appurement des dettes sur une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans, voire même 5 ans sous condition pour certaines entreprises des collectivités d'outre-mer. Le décret du 25 mars précise que la durée et le montant de ces échéances de ces plans sont déterminés en fonction de l'importance de la dette et du nombre d'échéances déclaratives et de paiements pour lesquelles le cotisant ne s'est pas acquitté de l'intégralité du paiement des cotisations.
Ainsi, les plans d'appurement peuvent comprendre les créances constituées au titre des cotisations dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, si leur report a été autorisé par l'organisme de recouvrement. En somme, chaque URSSAF analyse de façon approfondie la situation de chaque entreprise. Par ailleurs, les entreprises dont l'effectif est inférieur à 250 salariés et ne bénéficiant pas des exonérations et aides au paiement des cotisations, si elles ont conclu un plan d'appurement et qu'elles ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances, elles pourront avoir une remise partielle des cotisations et contributions sociales. Cette remise de dette vise les périodes d'emploi qui courent du 1er février au 31 mai 2020. En pratique, l'employeur souscrit sa demande par la voie d'un formulaire dématérialisé mis à disposition par l'URSSAF. Ce soutien complémentaire est conditionné au respect de plusieurs conditions cumulatives. L'entreprise doit être à jour de ses obligations déclaratives, elle doit avoir constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50%, en sachant que plusieurs modalités d'appréciation de cette baisse sont admises. Elle doit attester de difficultés économiques particulières qui la mettent dans l'impossibilité de faire face aux échéances du plan d'appurement. Et elle doit attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues le cas échéant à ses créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes. En conclusion, le niveau de la remise partielle des cotisations ne peut pas excéder 50% des sommes dues. L'ampleur de cette remise est proportionnée à l'importance de la baisse du chiffre d'affaires. Au-delà de ces sujets en lien direct avec le contexte sanitaire, il y a un thème qui a fait l'objet d'une évolution importante dans la dernière loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, dont nous souhaitions vous parler aujourd'hui. Il s'agit du congé de paternité. Un décret du 10 mai est venu préciser les modalités de mise en œuvre de cet allongement. Nous allons donc nous appuyer sur ce texte pour les développements qui vont suivre. La loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2021 modifie le congé de paternité, suite à la publication du rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant en septembre 2020. Pourquoi 1000 jours ? Car de la phase préconceptionnelle jusqu'aux 2 ans de l'enfant, il s'agit d'une période essentielle pour le développement tant physique que psychique de l'enfant, ce qui contribue d'une certaine façon à son bien-être tout au long de la vie. L'esprit de ce rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant est de favoriser davantage la place du père ou du conjoint de la mère durant cette période. Avant de rentrer dans le détail des mesures, il convient de préciser que celles-ci sont applicables pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2021 ou pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter du 1er juillet 2021. De la même manière, il existe toujours bien 2 types de congés en cas de naissance d'un enfant. Un congé de naissance, dont la durée minimale fixée par la loi est de 3 jours ouvrables, sans condition d'ancienneté et avec un maintien de rémunération intégralement à la charge de l'employeur, et un congé de paternité, facultatif et d'une durée variable selon le nombre d'enfants à naître, que l'on détaillera ci-après. Leur articulation et régime évoluent avec la LFSS pour 2021. L'une des mesures phares du rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant est donc un allongement du congé de paternité, allongement qui est acté par cette LFSS pour 2021. On vient de le dire, la durée du congé de paternité varie en fonction du nombre d'enfants à naître. Ce principe est conservé par la LFSS pour 2021. Ainsi, la durée du congé de paternité passe de 11 jours calendaires consécutifs à 25 jours calendaires en cas de naissance simple et de 18 jours calendaires consécutifs à 32 jours calendaires en cas de naissance multiple. Pour rappel, le congé de paternité n'est aujourd'hui pas obligatoirement pris par le père de l'enfant ou le conjoint de la mère, et il est rémunéré par le versement d'IJSS, en sachant bien évidemment qu'une convention collective peut imposer à l'employeur un maintien de salaire sur cette période. Loïs, aurais-tu un exemple à nous partager pour illustrer cet allongement ? Oui, bien sûr. Alors prenons un exemple très simple pour démarrer. On voit bien ici sur l'axe du temps qu'en fonction que la naissance intervienne en juillet 2020 ou juillet 2021, la durée et la date de fin du congé de paternité est différente du fait de cet allongement. Alors c'est un peu basique, mais nous allons complexifier cet exemple au fur et à mesure des développements. Alors, comme on l'a évoqué précédemment, l'articulation entre le congé de naissance et le congé de paternité évolue avec la loi de financement de sécurité sociale pour 2021.
Traditionnellement, pour rappel, le congé de naissance était pris aux alentours de l'événement, notion qui pouvait être assez variable en fonction de l'appréciation de tout à chacun. Le congé de paternité, quant à lui, était ensuite pris dans une période maximale de 4 mois après la naissance. Avec la loi de financement de sécurité sociale pour 2021, ce point est modifié. Désormais, le point de départ du congé de naissance est au choix du salarié au jour de la naissance ou au premier jour ouvrable qui suit. Ce point de départ pourrait être reporté si le salarié est déjà en congé au moment de la naissance. Cette modification d'articulation a son importance puisqu'à partir du 1er juillet 2021, il est instauré dans le Code du travail une interdiction d'emploi pendant la durée du congé de naissance et la fraction de 4 jours de congé de paternité accolée à ce congé de naissance. En somme, le congé de naissance et la fraction de 4 jours de congé de paternité deviennent obligatoires pour le bénéficiaire du congé de paternité, à savoir le père de l'enfant ou le conjoint de la mère. Le congé de paternité devient donc fractionnable, là où il ne l'était pas antérieurement. Et nous connaîtrons donc avec précision, alors toute précision relative concernant la date d'accouchement, mais le point de départ du congé de paternité, voire même sa durée. Cette interdiction d'emploi emporte des conséquences sur le versement des IJSS. En somme, si elle n'est pas respectée, le salarié ne peut pas prétendre au versement des IJSS pendant l'intégralité de son congé de paternité et pas seulement la fraction de 4 jours obligatoire. Alors attention, ce n'est pas parce que le congé de paternité devient obligatoire que le maintien de salaire de l'employeur devient également obligatoire pendant cette période. En l'occurrence, le congé de paternité est toujours uniquement rémunéré par des IJSS d'un point de vue strictement légal, et donc sans présager d'éventuelles dispositions conventionnelles pouvant prévoir une indemnisation complémentaire de l'employeur. Élodie, peut-être que tu peux reprendre notre exemple pour une mise en pratique. Bien sûr. Continuons donc notre petit exemple en y ajoutant un certain nombre d'éléments. La petite Lise naît le 6 juillet 2020. Le congé de naissance étant pris aux alentours de l'événement, le papa attend que sa fille sorte de la maternité pour prendre ce congé de naissance du 9 au 13 juillet 2020. Ensuite, il retourne au travail et accole son congé paternité à ses congés payés d'été, soit du 17 août au 27 août 2020. Dans les deux cas, le congé de naissance et le congé de paternité sont facultatifs. Si la naissance de Lise arrive le 6 juillet, non pas 2020, mais 2021, les nouvelles règles du congé de paternité sont entrées en vigueur. Aussi, le père de Lise choisit de prendre comme point de départ du congé de naissance le premier jour ouvrable qui suit la naissance, soit le mercredi 7 juillet 2021. Les 3 jours de congé de naissance courent donc du 7 au 9 juillet inclus. Ensuite, il est tenu de prendre une fraction du congé de paternité d'au moins 4 jours, accolé au congé de naissance, donc du 10 au 13 juillet inclus. Il décide ensuite d'accoler l'intégralité de son congé paternité à la suite de cette phase obligatoire. Et compte tenu de l'allongement du congé de paternité, l'absence courra donc du 14 juillet au 3 août 2021 inclus pour notre solde de 21 jours de congé paternité. On continue avec les évolutions apportées par la LFSS. Nous l'avons évoqué rapidement. Le congé de paternité devient fractionnable dans le cadre de cette réforme. Les modalités de ce fractionnement sont fixées par le récent décret du 10 mai. Donc, dans le cadre de nos échanges réguliers avec l'administration, nous avons une communication d'un projet de décret qui fixe l'ensemble de ces modalités et les précisions qui sont obtenues par celui-ci sont confirmées dans le décret définitif du 10 mai. Avant de rentrer dans ces détails, il est bon de repréciser clairement que notre solde de congé paternité, soit donc de 21 jours calendaires en cas de naissance simple ou de 28 jours calendaires en cas de naissance multiple, est facultatif. Sa prise est donc au choix du salarié bénéficiaire. Le décret du 10 mai précise que le congé de paternité doit être pris dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l'enfant, en sachant que ce délai de 6 mois pourra être reporté en cas d'hospitalisation de l'enfant dans les 6 mois suivant la fin de l'hospitalisation ou en cas de décès de la mère dans les 6 mois suivant la fin du congé de maternité postnatal dont peut bénéficier le père de l'enfant dans ce cas de figure. Pour rappel, actuellement, le congé de paternité est pris dans un délai de 4 mois suivant la naissance de l'enfant et il est reportable dans les mêmes conditions. En même temps que l'on allonge la durée du congé de paternité, on allonge donc également sa période de prise. Ce solde de 21 ou 28 jours pourra lui-même être fractionné en 2 parties, en sachant que chaque période doit avoir une durée au moins égale à 5 jours calendaires.
C'est une véritable nouveauté, car jusqu'à présent, le congé de paternité n'était pas fractionnable. Enfin, le salarié devra informer son employeur de son souhait de prendre le congé paternité dans un délai de prévenance d'1 mois. Il devra mentionner la date prévisionnelle de l'accouchement, les dates de prise du congé et la durée du ou des congés pris. Et si nous appliquions ces principes à la naissance de Lise? Oui, très bonne idée, Elodie. Alors, en 2020, la situation est identique à l'exemple déroulé précédemment. On y ajoute simplement le curseur du 5 novembre pour marquer la fin, le terme de la période de prise de 4 mois. En revanche, pour la naissance de Lise en 2021, eh bien, la situation est tout autre. Pour la première partie, correspondant au congé de naissance et à la fraction de 4 jours obligatoire, eh bien, la situation est identique à ce que nous avons déroulé précédemment. En revanche, pour le solde du congé, les 21 jours, le père de Lise décide de fractionner. Il fractionne en 2 périodes et la première est une période de 10 jours qu'il prend immédiatement après les 4 jours, donc du 14 au 23 juillet inclus. Après, il décide de prendre ses congés payés pendant 3 semaines, du 26 juillet au 13 août. Et il décide ensuite de prendre la suite, la deuxième partie de son congé de paternité, les 11 jours restants, du 16 au 28 août. Nous sommes bien ici au sein de la période maximale de 6 mois pendant laquelle il peut prendre son congé de paternité, puisque celle-ci s'achève au 5 janvier 2022. Alors, rappelez-vous, la loi de financement de sécurité sociale pour 2019 était venue allonger le congé de paternité en cas d'hospitalisation du nouveau-né immédiatement après la naissance dans une unité de soins spécialisée comme l'unité de néonatologie, de réanimation néonatale. La liste de ces unités a été fixée par arrêté et cet allongement du congé de paternité s'applique dans la limite de la durée d'hospitalisation et dans tout état de cause plafonné à 30 jours. Cette hospitalisation immédiate suppose l'absence de retour à domicile du nouveau-né entre sa naissance et son hospitalisation. Donc ce mécanisme n'est pas remis en cause par la loi de financement de sécurité sociale pour 2021. Il faudra l'articuler avec les nouveautés vues précédemment. En pratique, cette hospitalisation va reporter le délai maximal de prise du congé de paternité à 6 mois à compter du terme de l'hospitalisation et non plus à compter de la naissance de l'enfant. L'indemnité de ce congé n'est pas, pour hospitalisation, n'est pas modifiée. La durée du congé est toujours fonction de la durée d'hospitalisation. Et selon le décret du 10 mai, en fait, il s'agira de la partie au-delà des 4 jours obligatoires qui pourra être prise à la fin du congé hospitalisation. Et c'est cette partie obligatoire de 4 jours qui est allongée du congé hospitalisation dans la limite de 30 jours. Alors, dans la pratique, le positionnement du congé d'hospitalisation avant ou après le congé de paternité semble avoir un impact assez minime. Cela étant, les textes ne semblent pas très clairs sur ce sujet encore à ce jour. Reprenons notre cas de la naissance de la petite Lise, en partant du postulat qu'elle a été hospitalisée en réanimation néonatale pendant 19 jours suite à sa naissance. En 2020, la situation est très similaire à ce que nous avions déroulé, à 2 exceptions près. Le congé de naissance est pris dès le lendemain de la naissance, soit du 7 au 9 juillet 2020, car c'est à compter du 7 juillet que Lise est transférée en unité de réanimation néonatale. Le congé d'hospitalisation du nouveau-né est pris à la suite du congé de naissance, soit du 10 au 25 juillet 2020, terme de l'hospitalisation de Lise en réanimation néonatale. On a bien un total de congé hospitalisation inférieur à 30 jours, il peut donc être pris intégralement. Le père de Lise prend toujours son congé paternité du 17 août au 27 août. En revanche, la date butoir de prise du congé paternité est reportée du 5 novembre au 25 novembre 2020, soit 4 mois après la fin de l'hospitalisation. Si la naissance se déroule en 2021, le schéma de réflexion est quasiment identique à celui de 2020, si ce n'est qu'il va convenir d'intercaler la partie obligatoire de 4 jours du congé de paternité lors de l'hospitalisation, puisqu'elle fait suite au congé de naissance et que celui-ci débute soit le jour de la naissance, soit le premier jour ouvrable suivant. Nous aurons donc un congé hospitalisation qui courra du 14 juillet au 25 juillet étant toujours le terme de l'hospitalisation de Lise. Nous avons toujours aussi une fraction de 10 jours du congé de paternité qui fait immédiatement suite à la fin de l'hospitalisation, cette fois donc du 26 juillet
au 4 août inclus. En revanche, le père de Lise décide de reporter la seconde partie de 11 jours du congé de paternité du 31 décembre 2021 au 10 janvier 2022, ce qui est possible, même si la date maximale de 6 mois après la naissance est dépassée, puisque cette date est repoussée à 6 mois à l'issue du terme de l'hospitalisation, soit le 25 janvier 2022. Nous le voyons clairement, la situation se complexifie d'autant que l'on rajoute des équations à celle-ci. Nous pourrions aussi avoir un report bien plus tard, compte tenu du fait, par exemple, que le nouveau-né ait été hospitalisé pendant 40, 50 ou 60 jours, ce qui peut être fréquemment le cas pour des grands prématurés. Dans tous les cas, le congé hospitalisation sera limité à 30 jours calendaires. Cette réforme du congé de paternité, rappelons-le, entre en vigueur pour les naissances à partir du 1er juillet 2021 ou pour les enfants nés avant cette date et dont la naissance était prévue à partir du 1er juillet. En somme, c'est demain cette réforme. Alors bien que le décret ait été publié, pour mettre en œuvre les modalités d'application, il subsiste encore quelques interrogations quant à la mise en pratique de ce nouveau texte. À commencer par cette première question, est-ce qu'il y a réellement un ordre à respecter entre le congé de naissance, le congé hospitalisation et le congé de paternité? Vraisemblablement, c'est le congé de paternité obligatoire, les 4 jours, qui est allongé de cette hospitalisation. Cependant, la loi ne fixe pas la chronologie entre cette hospitalisation et cette partie obligatoire. De la même manière, quelle est l'articulation entre le congé naissance, le congé décès et le congé deuil avec ce congé de paternité en cas de décès du nouveau-né au moment de la naissance? Pour rappel, le salarié peut prétendre au congé deuil et au congé décès et au congé de paternité, mais peut-il prétendre au congé de naissance? Si l'enfant décède plusieurs jours après sa naissance, en l'occurrence, l'événement qui est la naissance a bien eu lieu. Alors en pratique, il faudrait alors prendre d'abord le congé de naissance au jour de la naissance ou le lendemain, puis le congé décès aux alentours de l'événement, puis le congé paternité qui doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance, et enfin le congé deuil à prendre dans l'année suivant le décès. Alors par ailleurs, doit-on imposer une prise du congé de naissance nécessairement en jour ouvrable, alors même qu'une prise en jour ouvré est possible et plus favorable pour le salarié? On peut aussi se demander s'il est nécessaire de figer le montant de l'IJSS paternité au premier jour du congé de paternité. Si oui, serait-ce au premier jour du congé obligatoire ou au premier jour du congé de 21 ou 28 jours? Ou au contraire, doit-on recalculer systématiquement l'IJSS? Selon nous, il nous semble plus cohérent de faire un nouveau signalement et donc un recalcul de l'IJSS paternité lors de chaque prise du congé de paternité. Et donc potentiellement jusqu'à 3 signalements en DSN pour un seul et même congé paternité, soit une seule et même naissance. Cela étant, nous n'avons pour l'instant aucune confirmation de la pratique. L'employeur doit-il imposer aux salariés la prise de congé naissance et congé paternité obligatoire, même s'il n'en fait pas la demande? A priori, oui, compte tenu de l'interdiction d'emploi. Une exception est à noter pour les salariés qui ne peuvent prétendre aux IJSS, puisque pour ceux-ci, ils ne sont pas tenus de prendre le congé de paternité de 4 jours. Enfin, quelle articulation doit-on retenir avec les maintiens de salaire éventuellement prévus par les conventions collectives? Tout dépendra de la rédaction de la convention collective. Si elle renvoie à la durée légale, alors le maintien devra se faire pendant 25 ou 32 jours calendaires. En revanche, si elle prévoit un maintien pendant les 11 jours calendaires, on devrait limiter ce maintien à ces 11 jours calendaires. Abordons maintenant la dernière partie de cette présentation, en commençant par la réforme de l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage a été initiée par 2 décrets du 26 juillet 2019, avec une entrée en vigueur progressive, dont notamment l'entrée en vigueur de la réforme du salaire journalier de référence, initialement prévue pour le 1er avril 2020. La crise sanitaire du printemps dernier a conduit le gouvernement à reporter sans cesse cette entrée en vigueur de la réforme d'assurance chômage. Par ailleurs, le Conseil d'État, dans un arrêt du 25 novembre 2020, a imposé une nouvelle contrainte au gouvernement en censurant une partie de la réforme sur le salaire journalier de référence qui devait entrer en vigueur au 1er avril 2021 compte tenu des différents reports et en censurant le bonus-malus des contributions patronales d'assurance chômage qui, lui, devait entrer en vigueur à partir du 1er mars 2021. Un nouveau décret du 30 mars est venu prendre acte de cette décision et a fixé un nouveau calendrier d'entrée en vigueur.
Commençons donc par le salaire journalier de référence. Traditionnellement, le salaire journalier de référence était établi à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé à l'intéressé. Avec le nouveau décret du 30 mars, il est prévu un allongement de la période de référence aux rémunérations des 24 mois qui précèdent la fin du contrat pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de fin de leur contrat de travail, ou aux rémunérations des 36 mois qui précèdent la fin du contrat pour les salariés âgés de 53 ans et plus. Le calcul du salaire journalier moyen de référence a également été revu à son dénominateur, puisque désormais, ces salaires de référence sont divisés par le nombre de jours calendaires, ce qui implique de prendre en compte à la fois les périodes travaillées, mais également les périodes non travaillées, ce qui n'était pas le cas dans la précédente convention d'assurance chômage, où seuls les jours travaillés étaient pris en compte. Pour limiter les conséquences négatives de cette nouvelle règle, le décret du 30 mars 2021 plafonne les périodes d'inactivité prises en compte au diviseur du salaire journalier de référence à 75% des jours travaillés. Il neutralise également un certain nombre de périodes d'inactivité qui correspondent par exemple à de l'activité partielle ou de la maternité ou un accident de travail, etc. Ces nouvelles mesures réaménagées entreront en vigueur pour les ruptures de contrat intervenues à compter du 1er juillet 2021, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date. En somme, pour les salariés dont la fin de contrat intervient jusqu'au 30 juin 2021, et pour ceux pour lesquels une procédure de licenciement est engagée jusqu'à cette date, les modalités de calcul du salaire journalier de référence restent celles issues de la convention UNEDIC de 2010. Continuons donc avec le bonus-malus des contributions patronales d'assurance chômage. Mais le bonus-malus, qu'est-ce que c'est ? C'est la modulation de la contribution patronale d'assurance chômage, qui est en principe fixée au taux de 4,05%, pour les entreprises de 11 salariés et plus qui relèvent de secteurs d'activité dont le taux de séparation médian est supérieur à 150%. Les secteurs qui sont visés par ce dispositif sont notamment les suivants: travail du bois, industrie papier, imprimerie, hébergement, restauration, transport et entreposage, construction, etc. Ainsi, pour ces entreprises, en cas de taux de séparation de l'entreprise inférieur au taux de séparation médian du secteur, alors la contribution patronale sera minorée, bonusée, jusqu'à un plancher de 3%. En cas de taux de séparation de l'entreprise supérieur au taux de séparation médian du secteur, alors la contribution patronale de l'entreprise sera majorée, malusée, jusqu'à un plafond de 5,05%. Ce dispositif devait initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2021 pour une application effective en paye au 1er mars 2021. La censure du dispositif du bonus-malus par l'arrêt du Conseil d'État de novembre dernier relève davantage de la censure de forme que de fond. En effet, les modalités d'application du bonus-malus étaient fixées par des arrêtés ministériels. Or, selon le Conseil d'État, ce devait être des décrets et non des arrêtés qui détaillaient le dispositif. C'est donc l'intégralité du dispositif du bonus-malus qui a été remis en cause pour ce point de procédure. Dans le décret du 30 mars 2021, le gouvernement a pris acte de la décision du Conseil d'État en modifiant à la marge le dispositif. Ainsi, les employeurs d'au moins 11 salariés sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et qui appartiennent à l'un des secteurs visés par le décret se verront appliquer le bonus-malus. Les fins de contrat qui sont intervenues à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 seront elles aussi prises en compte pour calculer le taux de séparation de l'entreprise. Lorsque celui-ci sera calculé, l'employeur se verra notifier son taux de contribution patronale bonusé ou malusé pour une application en paie sur les périodes d'emploi courant à partir du 1er septembre 2022. Il est à noter également que le décret prend en compte la situation de crise sanitaire. En effet, pour la première période d'application du bonus-malus, le décret exclut une liste de 78 secteurs d'activité les plus touchés par la crise sanitaire pour ne pas prendre en compte des taux de séparation anormalement bas de ces employeurs du fait des restrictions sanitaires. En pratique, il s'agit des secteurs protégés qui sont éligibles au Fonds de solidarité sans condition de perte de chiffre d'affaires, soit notre liste des secteurs dits S1. Sans transition aucune, Loïs, peux-tu nous dire quelques mots sur le prélèvement à la source ?
Absolument. Alors c'est vrai que le sujet du prélèvement à la source calculé sur l'épargne salariale et versé par les organismes financiers n'est pas nouveau. En début d'année, le JIP-MDS, en charge de la maîtrise d'ouvrage de la DSN, a précisé les règles à suivre pour la mise en œuvre du PAS sur ces sommes lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu et donc versées par les banques. En principe, pour rappel, lorsque l'employeur verse des sommes issues de la participation ou de l'intéressement, c'est à lui qu'il incombe de calculer, de déclarer le prélèvement à la source via la DSN, au même titre que pour les autres revenus salariaux. En somme, cette règle est tout à fait conforme à la réglementation relative au prélèvement à la source selon laquelle le PAS doit être calculé et déclaré par celui à qui il incombe son versement en tant que tiers collecteur. En pratique, selon le JIP, l'année 2021 peut être une année de transition. En principe, lorsque l'établissement financier est à l'origine du versement des sommes issues de l'épargne, eh bien, il lui revient la charge de calculer, déclarer et reverser le prélèvement à la source à l'administration fiscale. Ainsi, l'entreprise n'a plus que la charge du calcul et de la déclaration en DSN, de la CSG et du forfait social sur ces montants. En clair, en 2021, l'entreprise ne précompte plus le prélèvement à la source sur ces sommes versées par les banques. Cela étant, le JIP admet une tolérance pour l'année 2021, considérant que si aucun prélèvement à la source n'est calculé sur ces sommes par les établissements financiers, cela n'emportera pas de sanction à leur encontre de la part de l'administration fiscale. Cette tolérance ne vise que la partie du précompte du prélèvement à la source et non la partie déclarative. En tout état de cause, même si l'établissement n'effectue pas le calcul du prélèvement à la source en 2021, il doit bien déclarer la rémunération nette fiscale correspondante via le PASRO et la régularisation de l'impôt dû sur ces sommes par les contribuables se fera l'année prochaine. En tout cas, ce n'est pas aux entreprises de rectifier le tir et de pratiquer le PAS pour cette année sur ces sommes versées par les établissements financiers. À partir de 2022, les banques devront impérativement calculer le PAS sur les sommes qu'elles versent au titre de la participation et de l'intéressement. Pour rappel, le Code du travail impose à l'employeur de remettre à chaque fin de contrat une attestation employeur à Pôle emploi ainsi qu'aux salariés dont le contrat vient de se terminer. Pour les employeurs de 11 salariés et plus, la transmission à Pôle emploi de l'attestation employeur se fait exclusivement par voie électronique depuis le 1er janvier 2012. Il existe aujourd'hui plusieurs biais pour déclarer une fin de contrat à l'assurance chômage. Alors, l'utilisation, bien évidemment, de la DSN par le biais du signalement de fin de contrat, l'utilisation de la plateforme attestation employeur dématérialisée, AED, ou encore la saisie d'un formulaire sur Net Entreprise. Dans un souci de rationalisation, Pôle emploi a développé un nouveau signalement en DSN, le signalement de fin de contrat de travail unique, dont l'objet est de couvrir l'ensemble des fins de contrat qui peuvent être déclarées en DSN. Alors, ce nouveau signalement, dont l'entrée en vigueur et par voie de conséquence son caractère obligatoire a été retardé du fait de la crise sanitaire, puisqu'il était initialement prévu au 1er janvier 2021, amène un nouveau calendrier déployé par Pôle emploi. À compter du 1er janvier 2021, seuls les modèles d'attestation employeur en cours de validité pourront être utilisés. Il s'avère dans les faits que Pôle emploi reçoit une quantité significative d'anciens modèles d'attestation papier ne comportant pas toutes les données nécessaires. Aussi, ces anciens modèles ne seront plus acceptés et pourront donner lieu à pénalité par Pôle emploi. Alors, les modalités de déclaration possibles pour les fins de contrat seront donc les suivantes à compter du 1er juin 2021. Le formulaire CERFA à condition d'utiliser un modèle à jour et uniquement dans les cas autorisés, à savoir les entreprises de moins de 11 salariés essentiellement. L'AED dématérialisé basé sur la norme N4DS qu'il est possible d'utiliser jusqu'à la fin de l'année 2021. L'attestation employeur web, soit en pratique la saisie d'un formulaire sur Net Entreprise ou sur le site de Pôle emploi. Enfin, le signalement fin de contrat de travail unique pour le signalement de fin de contrat via la DSN pour les fins de contrat de travail relevant du secteur privé. À compter du 1er janvier 2022, un grand nombre de modalités déclaratives disparaîtront. La seule modalité déclarative acceptée pour l'attestation employeur sera la transmission du signalement de fin de contrat de travail unique, le FCTU, véhiculé par la DSN, qui deviendra donc obligatoire pour tous les employeurs de droit privé. Les canaux AED et FCT seront fermés. Seule subsistera en parallèle la saisie de formulaires EFI sur le site Net Entreprise ou Pôle emploi
pour les employeurs ayant des populations ne relevant pas du périmètre de la DSN ou pour la transmission de l'attestation employeur, comme par exemple pour les intermittents du spectacle, les dockers ou les marins-pêcheurs. En sachant qu'à terme, l'idée de Pôle emploi est d'intégrer toutes ces populations dans le périmètre du FCTU. Alors, continuons sur notre lancée des thématiques à retenir pour 2022, le transfert du recouvrement des contributions formation. Élodie, à toi de jouer. Merci Loïs. La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 avait habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires au transfert des contributions formation auprès des URSSAF, et ce, avant le 1er janvier 2021 initialement. Ce délai a été reporté par la loi de finances pour 2020 au 1er janvier 2022. Il reste donc quelques mois au gouvernement pour publier l'ordonnance qui acte définitivement du transfert de ces contributions formation auprès des URSSAF. D'après les échanges que nous avons dans le cadre de la SDDS, l'association de simplification des données sociales, avec les différents organismes, cette ordonnance et ses décrets d'application devraient être publiés au cours du second trimestre 2021. En attendant la publication officielle, de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque le transfert de recouvrement des contributions formation auprès des URSSAF? Tout d'abord, les contributions concernées par ce transfert sont les suivantes. La contribution à la formation professionnelle, prévue par le Code du travail pour que les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle via le paiement d'une contribution basée sur l'assiette de cotisation de sécurité sociale, soit à hauteur de 0,55% pour les entreprises de moins de 11 salariés ou à hauteur de 1% pour les entreprises de 11 salariés et plus, en sachant qu'il y a des taux autres pour les entreprises de travail temporaire ou les intermittents du spectacle. Nous avons également la contribution dédiée au financement du CPF pour les CDD, soit en pratique notre ancien 1% CIF CDD qui est devenu le 1% CPF CDD avec la loi Avenir professionnel. L'objet de cette contribution est de concourir pour tous les employeurs qui ont employé des salariés sous CDD sur une année au financement du CPF de ces salariés par le biais d'une contribution spécifique. Elle est également calculée sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Nous avons ensuite la taxe d'apprentissage, dont l'objet est de concourir au financement de l'apprentissage et de formation technologique et professionnelle. Son régime est toiletté pour être simplifié et harmonisé au sein du Code du travail par la loi de finances pour 2021. Elle est fixée à un taux global de 0,68%, calculé sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale, et se décompose en une partie dite principale, à hauteur de 87% de ces 0,68%, et une partie dite solde, à hauteur de 13%, toujours de ces 0,68%. Il est à noter que le taux en Alsace-Moselle est fixé à 0,44% et qu'il n'y a pas de solde à verser. Nous avons enfin la contribution supplémentaire à l'apprentissage qui est due uniquement par les employeurs de 250 salariés et plus qui n'ont pas atteint leur quota minimum d'alternants à l'effectif, à savoir en principe 5%, en sachant là encore qu'il existe des modalités d'assujettissement progressif pour les employeurs en deçà de ce seuil. Le taux de cette contribution est variable en fonction de la proportion de salariés en contrat d'apprentissage, de professionnalisation, de jeunes en volontariat international en entreprise, ou VIE, ou bénéficiant d'une convention CIF dans l'effectif de l'entreprise. Une fois les contributions concernées par ce transfert identifiées, il convient de voir en pratique ce qu'engendre ce transfert de recouvrement. Jusqu'à présent, l'intégralité des contributions formation est sur un recouvrement annuel, bien qu'en pratique, des provisions soient faites en paye. Elles ne sont déclarées qu'une fois par an via la DSN, sur la DSN de décembre, déposée le 5 ou 15 janvier, ou par tolérance dans la DSN de janvier N+1, déposée le 5 ou 15 février N+1. Seules les assiettes sont déclarées. Les versements effectifs des sommes sont à effectuer auprès des OPCO, selon des calendriers transitoires de versement élaborés en application de la loi Avenir professionnel, calendrier qui varie également selon l'effectif de l'entreprise. Demain, à partir du 1er janvier 2022, et compte tenu du recouvrement par les URSSAF, tout ce qui était connu disparaîtra pour faire place à un rythme mensuel ou annuel de recouvrement des contributions. Ainsi, pour la contribution à la formation professionnelle, le 1% CPF CDD et la part principale de taxe d'apprentissage, le recouvrement se fera mensuellement. En pratique, cela signifie donc que les provisions qui sont faites en paye devront être effectivement versées auprès des URSSAF ou MSA ou CGSS. À ce titre, de nouvelles modalités déclaratives vont voir le jour. Nos équipes de veille et modélisation échangent d'ailleurs régulièrement avec l'administration à ce sujet.
Mais toutes les contributions ne sont pas concernées par un recouvrement mensuel. Aussi, pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage et le solde de la taxe d'apprentissage, le recouvrement fait par les URSSAF restera annuel. En revanche, elles ne seront pas versées sur les mêmes périodes. La contribution supplémentaire à l'apprentissage sera versée sur la DSN de mars 2023, exigible le 5 ou 15 avril 2023 au titre de 2022, tandis que le solde de la taxe d'apprentissage sera lui versé dans la DSN d'avril 2023, exigible le 5 ou 15 mai 2023, toujours au titre de 2022. L'année 2022 s'annonce donc chargée en changement côté contribution formation. Saviez-vous que ce ne sont pas les seules contributions qui entreront dans le champ de recouvrement des URSSAF en 2022 ? Il y a également les contributions de retraite complémentaire Agir Carco qui doivent en principe être recouvrées par les URSSAF à compter du 1er janvier 2022. C'est un chantier très conséquent sur lequel nous travaillons en étroite collaboration avec la DSS, le JPMDS et l'Agir Carco pour valider l'ensemble du processus. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en temps et en heure de ces avancées. Pour clore cette session riche en informations, faisons un dernier point sur certaines thématiques. Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau site a vu le jour courant mars 2021. Il s'agit du Bulletin officiel de la Sécurité sociale, ou BOSS. Ce nouveau site, ayant vocation à porter la doctrine administrative, apporte également, et avec tout notre étonnement, des modifications doctrinales de la part de la DSS, dont le calendrier de mise en œuvre varie. Vous avez dû recevoir une communication par mail de la part d'Emmanuel Prévost, directeur de la veille juridique et de la modélisation ADP et président de l'association SDDS, vous précisant nos échanges réguliers avec l'administration pour comprendre toutes les évolutions apportées par ce BOSS et ainsi sécuriser au mieux les modifications dans les produits qui n'interviendront pas avant le 1er janvier 2022 au mieux. Ensuite, la déclaration de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est passée en DSN à compter de l'obligation d'emploi pour 2020. Elle devait être initialement déclarée dans les DSN de février 2021, déposée le 5 ou 15 mars 2021, puis décalée une première fois à l'échéance des DSN de mai, déclarée au 5 ou 15 juin 2021, et de nouveau décalée pour les entreprises ayant des difficultés avec le calcul de leurs effectifs aux échéances des DSN de juin au 5 ou 15 juillet 2021. Alors sachez que le projet de loi de gestion de la sortie de crise sanitaire est en cours de discussion au Parlement. Il prévoit notamment la prolongation de certaines mesures temporaires, comme la possibilité pour les entreprises d'imposer à leurs collaborateurs de prendre des congés payés ou d'autres jours de repos sous condition et de modifier les dates de congés ou d'autres jours de repos déjà fixés, et ce jusqu'au 31 octobre au lieu du 30 juin, date actuellement en vigueur. D'autres mesures RH sont également traitées dans ce texte, comme l'assouplissement du régime des CDD ou encore le prêt de main-d'œuvre. Comme toujours, il faudra bien attendre l'adoption et la publication définitive de la loi pour en connaître toutes les mesures. On peut également noter et dire quelques mots sur un décret du 12 avril de cette année qui est venu réformer le calcul des IJSS maladie-maternité en application de la LFSS pour 2020. Alors, si certaines mesures sont aisément compréhensibles, comme par exemple la suppression de la majoration de l'IJSS maladie pour enfants à charge, d'autres, au contraire, nécessitent un éclairage de la part de la DSS. C'est notamment le cas du nouveau calcul du salaire rétabli. Alors, sachez qu'un groupe de travail s'est mis en œuvre au niveau de la SDDS pour éclaircir les compréhensions sur ce sujet et dialoguer avec la DSS au nom de l'ensemble des éditeurs de paye. Pour terminer, quelques mots sur cette prime qu'on ne présente plus, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite prime PEPA. Le Premier ministre a annoncé une nouvelle prolongation de ce dispositif, même si nous n'en connaissons pas encore tous les détails précis, nous pouvons déjà en esquisser les contours. Il s'agit toujours d'une prime facultative, exonérée d'impôts et de cotisations sous condition de rémunération, dans la limite de 1 000 à 2 000 € en cas d'accord d'intéressement ou de négociation sur les métiers de deuxième ligne. Ce dernier point sera à préciser. En tout état de cause, il faut bien entendu attendre la publication du texte de loi qui intégrera ces mesures d'ici l'été. Sachez que l'ensemble des équipes d'ADP restent mobilisées pour analyser et intégrer ces évolutions. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine REC pour un nouveau décryptage des actualités. Merci à tous.